ministre, chers collègues présidentes et présidents, directrices et directeurs d'établissement, vice-présidentes et vice-présidents, j'ai donc le plaisir d'ouvrir cette troisième et dernière thématique, l'Europe des universités, une réalité en émergence, par une table ronde ayant pour thème, Luc l'a rappelé, qu'est l'avenir pour l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, les universités européennes. Il me semble que le sujet des universités européennes est, avec la mise en place de Parcoursup, sans doute celui qui occupe le plus les esprits aujourd'hui. Il a pris, et je crois que le mot n'est pas trop fort, comme une traînée de poudre et est aujourd'hui abondamment débattu dans les ministères, les ambassades ou les instances européennes. J'en veux pour preuve très récente que les universités européennes sont explicitement mentionnées dans la plateforme de coalition de gouvernement élaborée par la CDU, le SPD et la CSU, plateforme qui revendique une approche bottom-up du sujet et la volonté pour les partis d'être partie prenante de leur construction de ces universités. Alors notre ambition ce matin n'est pas de chercher le concept ultime de l'université européenne, bien plutôt il s'agira d'envisager différentes expériences, différents modèles et de construire différentes visions. Peut-être n'est-il pas inutile, pour commencer, de rappeler de quel sujet les universités européennes sont l'enjeu et redire les mots du président de la République qui ont inauguré cette longue séquence. Je propose la création d'universités européennes, disait le président le 26 septembre dernier, qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe, mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans 2 langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche d'excellence. Nous devons nous fixer d'ici à 2024 d'en construire au moins une vingtaine, mais nous devons, dès la prochaine rentrée universitaire, structurer les premières avec de véritables semestres européens et de véritables diplômes européens. S'agit-il de consortia plutôt que de réseaux? Ces universités impliqueraient-elles des pays de l'UE 13 tout autant que de l'UE 15? S'agit-il de réseaux transnationaux ou transfrontaliers? Y en aura-t-il au moins 20, plus de 20? Telles sont évidemment quelques-unes des questions qui ont animé ou sous-tendu les nombreuses contributions sur le sujet, mais qui n'est pas véritablement dans notre intention de reprendre ce matin. Par l'entremise de son bureau à Bruxelles, la CPU a produit une proposition détaillée embrassant toutes ces questions et qui a reçu un écho très favorable en France comme en Europe. Et donc, pour approfondir ce sujet véritablement important et brûlant des universités européennes, nous avons choisi, Luc l'a rappelé, 3 séquences. Une séquence d'intervention de 5 personnalités de l'enseignement supérieur, de la recherche en France et en Europe, un temps de débat avec la salle et une intervention de Madame la Ministre. Je vais donc, sans plus tarder, présenter rapidement nos 5 intervenants et leur passer tour à tour la parole. Gilles Roussel, président de la CPU et président de l'Université Marne-la-Vallée. Madame Francesca Maltauro, de la DG EAC, chargée de l'enseignement supérieur. Monsieur Renaud Dehousse, président de l'Institut universitaire européen. Madame Simone Bonafou, chargée de mission Bologne auprès de la ministre. Et monsieur Antoine Petit, président du CNRS. Et donc, à chacun d'entre eux, je vais passer la parole pour une brève intervention de 5 minutes. Et pour commencer, je vais demander à Gilles Roussel comment il voit les universités européennes en tant que président de la CPU. Merci, Karl. Bon, je vais essayer d'être court ce soir. Non, ce matin. Donc, bien sûr, Karl a rappelé l'idée d'université européenne et celle de notre président de la République, mais il faut bien dire qu'avant, la CPU a fait des propositions où ce terme université européenne existait. Donc, on avait commencé la réflexion en amont. Et on a un peu la faiblesse de dire que
voilà, nos idées sont un peu passées dans le discours du président de la République. On voit bien dans l'objet qui est exposé dans les propos que nous vient de nous rapporter Karl, que la dimension mobilité et linguistique est très importante, mais nous avons aussi mis l'accent, nous, dans nos propositions, sur la dimension recherche et sur la dimension, voilà, sur des dimensions autres que celle de la mobilité étudiante et de la formation. Alors, où est-ce que nous en sommes de nos réflexions ? Alors tout d'abord, une question qui se posait, c'est est-ce que le processus de constitution des universités européennes doit être un processus top-down ou un processus bottom-up? Je crois que dans la grande tradition des universités françaises et leur autonomie, notre principe est de dire il faut bien sûr que ce soit un processus qui vienne des communautés et qui voilà, propose de s'allier pour créer quelque chose de nouveau. Deuxième point, et en lien avec ce que je viens de dire tout à l'heure par rapport aux propos du président de la République, la dimension université européenne doit être une dimension qui doit être, et je reviens aux propos que nous avions avec le président de la HRK en fin d'année 2017, qu'il était important d'intégrer le triangle de la connaissance, j'irai même plus loin, hein, le triangle de la connaissance qui est formation, recherche, innovation, j'irai plus loin, je dirais innovation, recherche, formation, mobilité, entrepreneuriat, qui fait presque un cercle, hein, puisque l'entrepreneuriat revient sur innovation. Et il me semble aussi important de dire que c'est ces 5 dimensions-là qu'on voudrait retrouver dans ces projets d'université européenne. Ces 5 dimensions, on souhaiterait aussi pouvoir les retrouver dans une politique intégrée, c'est-à-dire que au niveau de ces réseaux d'universités européennes, eh bien, que ces 5 dimensions qui aujourd'hui existent, hein, dans beaucoup de réseaux existants, plutôt que ce soit vu de façon séparée, soit bien intégré dans une politique commune entre les différents établissements. Afin que ce soit gérable, on n'imagine pas des réseaux beaucoup plus élargis que ceux d'environ 6 universités, hein. Au-delà, voilà, cette idée d'intégrer des politiques nous paraît complexe. Et la question se pose de savoir est-ce que cette intégration doit être générale, est-ce qu'on doit prendre 6 établissements qui ont une politique globale en matière de mobilité, de recherche, de formation, ou est-ce qu'on doit s'intéresser à des questions de spécialisation ? L'enjeu est-il aussi n'est-il pas au niveau européen de proposer des réseaux d'universités par rapport à des thématiques d'enjeux européens pour donner une visibilité plus importante sur l'ensemble de ces dimensions. Donc voilà, c'est plus une question ou peut-être une différenciation entre les différents types de réseaux européens. On peut avoir différentes classes d'universités européennes, il nous semble. Une question qui aujourd'hui, en relation avec la HRK et la CRASP polonaise nous taraude, c'est comment on fait pour être inclusif au niveau européen. Aujourd'hui, il est assez facile de créer une université européenne entre Sorbonne Université ou Paris-Saclay. Excusez-moi, ils sont plus présents là aujourd'hui. Il faut que je fasse attention. Paris-Saclay, Oxford, voilà, des grandes universités européennes, et de créer voilà, un réseau entre des universités qui sont déjà très visibles à l'international. Est-ce que c'est ça que l'on veut ? Il nous semble qu'à la CPU, il faut que ce soit beaucoup plus voilà, ouvert. Bien sûr, on a besoin d'universités d'excellence, mais on a aussi besoin de réseaux un peu plus thématiques et surtout que ce soit élargi à des pays qui ont moins l'habitude d'être dans les top 100 du classement de Shanghai. Et donc, comment fait-on pour arriver à trouver dans des pays comme la Pologne ou la Roumanie des points d'excellence pour arriver à créer ces réseaux d'universités européennes inclusives ? Autre point qui nous a semblé important au niveau de la CPU, c'est qu'on ne réserve pas ces réseaux d'université aux réseaux au niveau les plus hauts, master, doctorat. Il nous semble qu'il faut bien sûr inclure le niveau licence et toute la dimension pédagogique, innovation pédagogique, numérique, mais aussi formation tout au long de la vie, qui sont des éléments très importants. Voilà, pour terminer, on insiste beaucoup sur la nécessité des financements, hein, Madame la Ministre, je le rappelle à chaque fois,
Mais là, plutôt sur la question, voilà, il est nécessaire, comme nous voulons que ce soit que ces universités européennes couvrent le triangle de la connaissance, mais il est important que les financements associés à ce triangle puissent être mobilisés. Bien sûr, Erasmus+ et H2020. Hein. Comment fait-on pour que, pour une fois, les financements européens soient utilisés de concert, et pour une fois également, comment on fait pour que les différentes directions générales travaillent à un objet commun. Et c'est ça, à mon sens, l'enjeu le plus important de ces universités européennes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Gilles Roussel me fournit une transition idéale pour passer la parole à Francesca Maltauro de la DGEAC. Comment les différentes DG peuvent-elles travailler ensemble, et pouvez-vous nous dire où en sont les différentes consultations, soit avec les États membres, soit avec les acteurs du terrain? D'accord. Oui, alors évidemment, la Commission a déjà entendu beaucoup de tout ça, tout ce que vous avez dit. On a reçu beaucoup de propositions. La proposition de la CPU était une des premières, mais après, on en a reçu beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a vu la nécessité de créer un processus de consultation formel. On a déjà commencé avec deux groupes de consultation. Un groupe des acteurs des terrains de à peu près 50 participants qui viennent des réseaux internationaux d'universités et aussi des, par exemple, comme la EUA et d'autres, mais aussi des réseaux plus petits d'universités qui déjà travaillent dans le sens où on est en train de discuter, de parler. Donc, on a déjà eu une première rencontre et on va organiser un deuxième à la fin de mars. En même temps, avec les États membres, on a décidé d'avoir un groupe d'experts de chaque État membre pour aller de l'avant dans la définition du concept, parce que le concept doit être défini ensemble. À la Commission, on a déjà commencé à travailler sur un concept, sur la base, comme je disais, des propositions qu'on a reçues. Mais on sait très bien, parce qu'on l'a vu, chaque fois, quand on discute de ce concept, il y a des nouveautés, des nouveaux éléments et tout ça. Et donc, avec les États membres, on veut vraiment avoir un processus de consultation formel. La date sera en avril, le groupe n'est pas encore formé, pour rediscuter, encore une fois, tout ce qui a été déjà développé. Donc, au niveau de processus de consultation, on en est là. Au niveau interne, comme vous avez bien dit, il faut créer une coopération avec des autres DG qui soit efficace. Donc, dans le processus de consultation, il y a aussi des représentants de la DG Recherche pour voir comment faire en sorte que le programme Erasmus+ puisse être puisse être utilisé de manière complémentaire avec les futurs FP9 et aussi avec la DG Régio pour les fonds structurels. Donc ça, c'est aussi un autre processus qui est plus interne, plus de travail entre nous dans la commission. Et en même temps, il y a un autre processus. Donc, il y a beaucoup de travail vraiment sur ces dossiers en ce moment pour voir comment faire un premier projet pilote. Et c'est pour ça que la définition du concept, les objectifs, les critères d'évaluation, les critères d'éligibilité pour participer, pour créer ces réseaux d'universités européennes. Alors déjà, il y a un grand débat sur le nom. Comment on veut les appeler? Pour l'instant, en anglais, c'est European Universities Networks, mais on a déjà eu pendant beaucoup de réunions le retour sur le nom qui n'est pas apparemment le bon nom. Il faut aussi choisir et être d'accord sur le nom. Donc, oui, je disais le projet pilote dans le cadre d'Erasmus+, en 2019. Et si on veut
le mettre en place en 2019, il faut trouver un accord sur le concept, sur les objectifs fondamentaux et tous les critères assez rapidement. Et c'est pour ça, et donc je reviens au processus de consultation, que c'est pour ça que pour nous c'est très important la contribution de tous les États membres, mais aussi des acteurs des terrains, parce que c'est là qu'on a vraiment les éléments, c'est de là qu'on prend les éléments plus importants pour développer les concepts. Et donc merci de m'avoir invité aujourd'hui, parce que pour moi, c'est aussi une opportunité d'écouter beaucoup et de vraiment comprendre les éléments plus importants. Je vais prendre des notes aujourd'hui parce que après, quand il faut écrire, à la fin, il faut être très pragmatique. Si on veut avoir un projet pilote dans le programme Erasmus+, il faut un texte. Et le texte, c'est nous qui l'écrit, parce que le programme Erasmus+, est géré par la Commission, mais le contenu, ça doit venir de vous. Et merci. Merci beaucoup. Renaud Dehousse, donc président de l'Institut universitaire européen. Que pensez-vous de ce que peut apporter ce nouveau dispositif des études des universités européennes par rapport à ceux qui existent déjà? Quelle est la nouveauté? La nouveauté, me semble-t-il, est que l'on parle de réseau, ce qui n'est pas en soi un concept neuf, mais quand on cherche à le penser de façon systématique dans la panoplie des instruments qui sont utilisés dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, on voit bien que, disons, au plan abstrait, il se situe quelque part sur un continuum entre deux extrêmes. D'un côté, on a la formule de départ qui est surtout une formule dans laquelle on met l'accent sur la mobilité. On fait circuler les étudiants et on se dit que à terme, ça aura des effets sur les structures, mais ça concerne plutôt les générations à venir que l'immédiat. À l'opposé, on a un schéma qui a été utilisé par le passé pour des expériences très ciblées, comme le CERN à Genève, comme l'Institut européen de Florence, s'il m'est permis de le mentionner, où on a une véritable structure transnationale, une véritable définition d'objectifs spécifiques à l'institution qui, pour être utile, doit se différencier de ce qui existe sur le marché au niveau des différents États membres. Alors, créer une structure, disons, intermédiaire dans cet espace d'instruments, c'est certainement utile parce qu'il faut justement structurer la coopération entre les acteurs nationaux. Mais je pense qu'il est important de se poser très clairement, dès le départ, la question des fins. Des objectifs que l'on veut atteindre. Je m'inscris dans ce qu'a dit hier Madame la Ministre. Pensons d'abord aux objectifs et cherchons à concevoir instruments et procédures en fonction de ces objectifs. Et il me semble que lorsque l'on réfléchit aux universités européennes, on voit bien que plusieurs objectifs différents peuvent, et je dirais même doivent être envisagés. Le premier, c'est bien sûr un objectif d'excellence, parce qu'il ne faut pas penser cela simplement pour l'espace européen, mais aussi en fonction de la position des acteurs européens de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a des pôles forts qui se constituent en dehors d'Europe. L'enjeu, c'est de constituer, disons, d'ajouter à des champions nationaux des champions européens. Et là-dessus, il y a beaucoup à faire. Excellence est bien sûr un thème qui résonne dans certains États membres et on sait que la conférence des recteurs allemands et la conférence des recteurs polonais, le président Roussel l'a évoqué, poussent dans ce sens-là. C'est pas tout à fait, si j'ai bien compris, en rapport avec l'idée d'université européenne, mais au niveau européen, il se passe tellement de choses que souvent les parallèles se touchent. Et je ne serais pas surpris qu'on finisse par aboutir à ce résultat-là au niveau de la proposition d'universités européennes. Alors, très bien, cultivons l'excellence au niveau européen. Je viens de le dire, c'est utile, notamment pour notre positionnement international commun. Mais soyons ambitieux aussi à ce niveau-là. L'excellence, ça ne peut pas être simplement de mettre ensemble des institutions nationales qui sont déjà reconnues comme excellentes
en leur donnant des moyens supplémentaires, en se disant que parce qu'elles sont excellentes, la coopération se fera de façon fluide. Il faut, à mon avis, définir dans ces coopérations des objectifs spécifiques au projet, et c'est aussi, à mon avis, assez important, il faut envisager entre ces institutions une forme de répartition internationale du travail. L'excellence ne peut pas être nous sommes très bons, nous faisons tous la même chose, et dès lors, nous n'aurons aucune difficulté à coopérer. C'est plutôt comment répartir les efforts entre les différents participants au réseau pour obtenir un supplément de valeur, en quelque sorte. Donc, personnellement, je plaiderais pour une forme de coopération véritablement plus forte, plus intégrée que beaucoup de réseaux que nous n'avons pour le moment au niveau européen. Mais, et c'est ma deuxième et dernière remarque, Monsieur le Président, si on veut aller jusqu'au bout de l'effort de modernisation de l'espace européen de l'enseignement supérieur, on ne peut pas s'arrêter à l'excellence. J'ai entendu des échos d'ailleurs à cela dans l'intervention du président Roussel, et je partage ce souci. Ne pointer que sur l'excellence, c'est dire qu'on va renforcer les meilleurs, à mon avis. Et clairement, on ne peut pas ne faire que cela. Il faut éviter que cet effort de mise en réseau ne se traduise par une aggravation d'un mécanisme de dualisation entre quelques institutions de pointe et puis le reste. Ça veut dire que un deuxième objectif de la manœuvre, qui doit être clairement identifié, doit être aussi celui de renforcer les institutions qui ne sont peut-être pas en première division aujourd'hui, et procéder à des formes de transfert de technologie au sein des réseaux qui permettent d'améliorer le niveau de l'ensemble. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce deuxième objectif? Parce qu'il est analytiquement distinct du premier, mais aussi parce que le vrai danger, là je me tourne vers ma voisine, quand on a une procédure unique, c'est d'essayer de faire tout en même temps. Je pense que si on a des objectifs distincts, je conclus là où j'ai commencé, objectifs distincts, il faut des critères de sélection distincts, des procédures distinctes, et demain des critères d'évaluation qui le seront aussi. C'est pour ça que le travail de décantation doit commencer maintenant. Merci. Merci beaucoup. Donc, Simone Bonafou, est-ce que vous pouvez exposer un peu, selon vous, quelle sera l'articulation entre les universités européennes et les critères de Bologne? Alors, d'abord, ce que je trouve depuis que je circule dans l'ensemble des établissements, des conférences, que je participe à beaucoup de réunions sur le territoire et à Paris avec les acteurs, en fait, hein, c'est que cette notion, ce projet, cette idée d'université européenne, elle est vraiment un second souffle. Pour moi, elle est vraiment une étape nouvelle pour l'espace européen de l'enseignement supérieur. Je préfère un tout petit peu, et donc le processus de Bologne dans son ensemble. Mais je pense qu'il faut dire l'espace européen de l'enseignement supérieur et pas être sur des choses trop strictes et trop précises. L'idée européenne de l'enseignement supérieur. Je voudrais un tout petit peu revenir au début. Au début, c'est-à-dire il y a 20 ans, on a eu vraiment un acte de foi, on a eu un engagement, on a eu une idée, on a eu une croyance au très bon sens du terme d'un certain nombre de ministres d'abord, certes soutenus par les universités, etc., mais c'est la déclaration de la Sorbonne, élaborée en quelques mois, parce qu'il y a des grands ministres, dont le nôtre, et je crois qu'on peut être très heureux de ce retour à une initiative française, mais au départ, il y a une initiative politique, une idée de l'Europe, une idée de la nécessité d'un enseignement supérieur cohérent pour être plus présent dans le monde, hein, toujours en lien évidemment avec la mondialisation et la question de l'attractivité de nos établissements. Une idée qui a été porteuse, qui a généré 20 ans de travail, qui aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui, certes
des choses imparfaites, mais en même temps, ça a été dit hier, une jeunesse qui a envie, en tout cas, d'être, ça a été dit par Campus France, par Béatrice Kayat, la France qui est la première pour les Erasmus en Europe, il faut quand même de temps en temps dire ce qui marche, qui a envie de mobilité même quand elle n'arrive pas à bouger, une recherche qui s'est complètement européanisée, hein, je pense qu'il ne faut pas séparer, voilà, et puis, une comparabilité, non pas une harmonie, mais une comparabilité des diplômes. Bon, bref, voilà. Bien sûr, on peut faire mieux, mais on n'est plus à avant la Sorbonne de 98. On n'est plus à cette époque où, voilà, en France, on avait un DUG, une licence, puis des diplômes tous les ans quasiment. Hein, bon. Donc vraiment, ça a avancé. Puis, je dirais que moi, le constat que je fais, j'étais pas une experte de Bologne, ce qui m'a donné un regard. Ça s'est bureaucratisé, ça s'est... Voilà, d'ailleurs, il y a tellement d'experts que les autres n'en sont plus. Bon, voilà. On n'en parlait plus beaucoup. Ça se faisait, ça c'était bien. Bon, y compris les BTS, les classes prépa sont mis à compter en ECTS. C'est une vraie révolution en France. Bon, quand ils sont aperçus qu'à l'international, quand on sortait même de Louis le Grand ou d'Henri IV, on ne comprenait pas bien ce que valait 2 ans d'une classe prépa où on vous notait 5 quand vous valiez 15. Donc, voilà. Donc, les choses ont bien bougé, mais elles se sont... tassé. Je dirais que moi, ce que j'ai constaté, hein, c'est quand je suis arrivée dans ce paysage, quand j'ai commencé à circuler sur ce terrain et sur ces questions, c'est qu'en fait, il n'y avait plus d'enthousiasme. C'était devenu de la technique, plus ou moins bien comprise, plus ou moins... voilà, on sentait quand même que c'était ce qui marchait presque le mieux, je dirais, au niveau européen, parce que finalement, l'enseignement supérieur à la recherche, c'est le moins contesté, hein, ce qui est quand même une chance. Bon. Mais plus vraiment d'enthousiasme et un oubli presque. Bon, alors pour moi, les universités européennes, c'est un vrai second souffle. Et pourquoi d'abord? Parce que ça redonne la main aux acteurs que sont les établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que le souffle, il a d'abord été du côté, malgré tout, des États, hein, des 4 grands ministres, puis des 28 l'année suivante, hein, quand même. Moi, je crois beaucoup au souffle et à la volonté. Après, des fois, il y a des limites, mais la volonté politique, quand même, c'est fondamental. 4 ministres qui sont capables, en 1 an, de passer à 27, et une conférence qui a été organisée en 3 mois, de rien, de rien. Il y a évidemment jamais de rien. Enfin, vraiment, de cette volonté. Hein, et puis après, progressivement, c'est normal. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il fallait reformuler une idée et surtout demander un changement d'acteur. Donc, aujourd'hui, ce qui est demandé, parce qu'on ne va pas réinventer le LMD, on ne va pas réinventer les ECTS, faut faire mieux, mais sortir des débats nationaux sur l'implémentation et la non-implémentation pour savoir si la Pologne implémente mieux que la France ou vice-versa. Bon. Et vous savez que la France, on a quand même fait la réforme définitive du master qu'en 2016. Et bon. Donc, on n'est pas toujours un modèle. Donc, je crois qu'il faut sortir de ces débats techniques entre États où on se compare. Et effectivement, aujourd'hui, la main, elle est donnée aux établissements. Vous, les établissements, quels que vous soyez, allez-y, donnez le deuxième souffle à l'Europe, allez plus loin et faites ces réseaux et montrez effectivement que vous êtes, alors je dirais, des modèles dans la mise en œuvre, effectivement, du socle, etc. Mais surtout, vous allez plus loin aussi en faisant le lien entre enseignement supérieur, recherche, innovation, territoire. Donc pour moi, c'est un vrai second souffle avec un passage bottom-up, un passage aux acteurs, une responsabilisation. Et je dois dire que tout ce qui se passe là et ce séminaire, cette grande conférence, montre que le souffle est effectivement passé aux acteurs de terrain. Merci beaucoup. Antoine Petit, nous avons commencé par le point de vue du président de la CPU et le point de vue du président du CNRS est tout aussi important. Pouvez-vous nous dire un peu comment le CNRS voit le projet d'université européenne et quelle est selon vous la place de la recherche que cette université européenne devrait développer? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est ma première sortie devant l'ensemble des présidents d'université. Depuis qu'il y a un peu plus de 2 mois, la ministre m'a fait l'honneur de proposer mon nom au président de la République. Et je voulais vraiment vous dire que j'avais fait, moi, de la refonte des partenariats avec les universités une de mes 6 priorités. Je crois vraiment que c'est important que nous construisions ces partenariats. Je pense qu'il faut qu'ils se traduisent par des réunions stratégiques au plus haut niveau avec les présidents d'université après des mises en œuvre opérationnelles. Et
que bien sûr le CNRS aura des partenariats diversifiés avec les universités, qu'il n'est pas là pour faire l'aménagement du territoire, mais que d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a de l'excellence partout. Il y a des universités qui seront dans les premières à Shanghai et qui ont un continuum d'excellence, mais il y a aussi des universités qui auront des niches d'excellence, et le CNRS souhaite absolument pouvoir travailler avec les uns et les autres. Et je crois que la dimension internationale est importante dans ce partenariat. Le CNRS a une image de marque à l'international qui est tout à fait exceptionnelle, je crois que tout le monde le sait. Simplement, quand il discute avec ses partenaires internationaux, qui sont souvent des universités, il y a juste un moment où il manque un petit quelque chose, c'est la formation. Et donc le fait qu'on puisse, dans ces partenariats internationaux, aller avec les universités, me semblerait être un plus pour les uns et pour les autres. Après, en ce qui concerne les universités européennes de recherche, je vais être un tout petit peu iconoclaste. J'ai passé 8 heures de cette semaine devant le jury IDEX avec un certain nombre d'entre vous. Je pense qu'il va falloir travailler avant d'aller devant le jury sur ce projet-là. Je veux dire par là que clairement, ce qui est en discussion, ce ne sont pas des universités au sens où le jury l'entend. Et je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je pense que si on veut faire des universités ou si on veut faire des réseaux d'universités, les uns comme les autres sont louables, mais il ne faut pas expliquer qu'on veut faire l'un en voulant faire l'autre. Donc je crois qu'il faut être très clair sur ce qu'on souhaite faire. Moi, je pense que évidemment, ces universités ou ces réseaux d'universités ne peuvent pas s'envisager sans une dimension recherche. Et là, il me semble que ce sera, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le rôle aussi du CNRS, si les universités le souhaitent, de les accompagner. Maintenant, j'avoue que j'ai une toute petite inquiétude, je le dis franchement, mais il faut mieux prévenir que guérir, c'est que l'Europe nous ponde encore une de ses usines à gaz dans l'aile secret. Je pense que c'est pas ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut laisser une forme de liberté aux acteurs de terrain. On parle beaucoup d'universités autonomes en France, mais l'autonomie s'arrête souvent assez vite. Donc faisons pas la même chose au niveau européen. Donc ne faisons pas un cahier des charges qui est trop rigide, dans lesquels il faut être un mouton à 5 pattes avec des plumes sur la crête pour pouvoir être éligible. Laissons de la liberté aux acteurs. Laissons une diversité possible de réseaux, parce que c'est clair que si on fait un réseau entre 4 ou 5 universités qui sont dans le top 50 de Shanghai, ça ne sera pas de même nature que si on fait un réseau d'universités peut-être moins bien classées à Shanghai, mais qui auront une importance tout aussi grande pour la mobilité des étudiants, pour la formation. Donc moi, mon souhait, si je peux en avoir un, c'est faisons attention, encore une fois, de faire de cette bonne idée, de ce bon concept, pas un cadre trop rigide. Donc laissons de la liberté. Et forcément, il va y avoir une diversité des réseaux à la fin. Et je pense qu'il me semble que vraiment, il faut que l'appel d'offres qui va être lancé permette cette diversité et favorise la construction d'un vrai espace européen de la recherche qui passe aussi par la mobilité des étudiants, qui marche très bien, mais qui passe aussi probablement par la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs, qui quand même reste à améliorer, aussi pour des raisons très, très pragmatiques de droit à la retraite et ce genre de choses. Mais je pense que si on veut construire l'espace européen de la recherche, et je pense que c'est une nécessité absolue, ces réseaux sont une très bonne chose, mais il faut vraiment les voir de façon très pragmatique et pas dogmatique. Et le CNRS sera ravi d'accompagner les réseaux qui le souhaitent, bien sûr, à condition que leur excellence scientifique corresponde aux critères que prône le CNRS. Merci. Merci pour vos interventions très complémentaires. Alors, si le maître du temps le confirme, nous avons 5-6 minutes pour quelques questions concernant les interventions qui viennent d'avoir lieu venant de la salle avant de passer à la deuxième séquence sur des interventions éventuellement concernant les projets d'université européenne. Fabienne Blaise. Oui, je suis vraiment rassurée par ce que je viens d'entendre de vous tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Antoine Petit a dit beaucoup mieux que ce que je voulais dire, ce que je voulais dire. Je pense que les mots ont un sens
Et il ne faudrait pas que l'idée qu'il y a derrière l'université européenne soit détournée dans une espèce de chasse aux trophées, qui serait purement opportuniste et qui ne ferait pas avancer ce qu'on veut faire avancer, à savoir une Europe des circulations, de la fluidité et des réseaux. Et vous avez tous insisté sur l'importance du réseau. Créons nos réseaux. Et après, on verra si, dans la compétition internationale, il faut que ces réseaux deviennent une structure plus forte. Mais ne faisons pas ce qu'on a l'habitude de faire en France, en particulier, donc de créer des structures. Et bon, moi, ce que je crains, enfin, si on va dans ce sens-là, c'est qu'au lieu de créer une Europe des échanges, des vrais échanges, on se crispe et on crispe. On crée une Europe de la crispation et des frustrations. Merci. Alors, il y avait Pierre-Paul Zaliot. Je vais faire une remarque un peu iconoclaste et puis aussi un peu franco-française d'une certaine manière. Est-ce que dans tout ce processus, on peut d'une certaine manière déjà prévoir les garde-fous pour que l'administration française du côté des affaires étrangères ait une représentation actualisée de ce qu'est l'université aujourd'hui, de ce qu'est la recherche aujourd'hui, et pas seulement une représentation corrélée aux écoles de formation qu'ont fait les personnes qui peuplent les ambassades. Merci. Alors, il y a deux interventions, une de Patrick Lévy, une de Pauline Ravinet. Patrick Lévy au centre et Pauline Ravinet à gauche. Alors moi, je vais partager l'avis de Fabienne sur le fait que finalement, le panel nous a donné une vraie vision à la fois de l'intérêt et de la complexité de cette tâche. Et je crois qu'en fait, la question qui est posée, c'est quels sont nos objectifs, les nôtres, et puis éventuellement ceux de la Commission, et puis ceux de la ministre, que nous entendons dans quelques minutes. Je pense que, effectivement, et pour revenir sur ce que dit Antoine, mais il a évidemment parfaitement raison, on ne peut pas courir plusieurs objectifs en même temps. Si, par exemple, on veut que ces réseaux soient des réseaux qui permettent, au fond, une forme d'intégration, d'inclusion, de diversité, et aussi de relations entre différents pays de l'Europe, et ce qui est très très bien, c'est un objectif louable, mais ce n'est pas forcément un objectif facile à concilier avec l'excellence typiquement qui est promue par le jury de l'IDEX. Si on veut, d'une certaine façon, faire l'Europe de la recherche, c'est encore presque un autre objectif. Et donc je pense que, enfin, nous en tout cas, comme université, on a besoin de comprendre quels sont ces objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des réseaux. C'est-à-dire qu'on a déjà constitué nous-mêmes des réseaux d'universités, formalisés ou pas. Je donne un exemple. Grenoble a une relation aujourd'hui avec Karlsruhe, avec Barcelone, avec Swansea. Voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout la représentation qu'on a évoquée, mais c'est un réseau qui nous sert à faire de l'innovation, de la demande de financement ensemble, à monter des projets. On a, par exemple, 30 thèses en co-tutelle avec Swansea. C'est une très, très belle université du Pays de Galles. Bon, c'est un peu plus compliqué maintenant, évidemment, mais voilà. Donc, je veux dire, c'est la vraie question que nous devons poser, mais que nous vous posons aussi, c'est quel est l'objectif ? Merci. Donc, une dernière intervention pour clore cette première séquence de Pauline Ravinet, qui est là, à gauche, derrière vous, Xavier. Oui, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Alors, j'ai trois remarques, des questions-remarques. La première, c'est sur l'origine d'idées d'université européenne. Je voudrais juste dire que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de la coopération universitaire, la première fois qu'il y a un débat sur ce que pourrait être une université et des universités européennes, c'est à la conférence de Messine en 1955. Donc le débat pour savoir est-ce que c'est Macron, est-ce que c'est la CPU, est-ce que c'était déjà dans la Sorbonne, voilà. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est plutôt en direction de la représentante de la Commission. Merci beaucoup pour votre ouverture. Voilà, comme vous le savez, il y a énormément d'attentes dans la salle vis-à-vis de la Commission européenne et des informations qu'on va pouvoir avoir auprès de vous aujourd'hui. Et en même temps, vous nous dites « je suis venue vous écouter ». Voilà, donc voilà, tant mieux et c'est formidable. La Commission vient nous écouter. La Commission, je pense que
elle a quand même quelques lignes et quelques questionnements sur lesquels elle vient nous écouter. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments sur ces questions? Les tensions et le fait que le concept est encore flou, il y en a beaucoup. Sur la forme, est-ce qu'on va aller sur des formats plutôt de campus transfrontaliers très intégrés? Par exemple, le corps a été cité en modèle ou en réseau. Sur l'esprit, est-ce que les financements seront attribués sur des critères d'inclusion ou d'excellence? Sur le pilotage, est-ce que ce programme sera piloté de façon centralisée ou de façon intergouvernementale? Sur le périmètre, est-ce qu'on va avoir des réseaux qui seront généralistes ou qui seront thématiques? Et enfin, et je crois que c'est une question qui nous intéresse tous, sur les règles de la course, voilà. Est-ce que, par exemple, il y a un nombre de candidatures maximum qui est envisagé par la Commission dans la règle du jeu, ou est-ce que certaines universités vont faire le jeu d'être dans toutes les propositions, dans toutes les candidatures? Voilà. Et quelles pourraient être les règles en termes d'équilibre géographique? Je crois que nos collègues des universités et des gouvernements des pays d'Europe centrale sont très, très attentifs à ce point. Voilà. Et peut-être la toute dernière question sur l'idée que ce n'est pas possible de courir plusieurs objectifs en même temps. Moi, je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et que courir plusieurs objectifs en même temps et le fait que ces objectifs ils sont parfois contradictoires, pour moi, c'est profondément la définition de l'université avec un grand U. Voilà, articuler formation et recherche, être ancré dans son territoire mais être ouvert à l'international. Dire qu'on veut faire à la fois de l'ouverture et de l'inclusion et de l'excellence, c'est exactement qui on est, nous, les universités. Et donc, je pense qu'on peut vraiment tenir plusieurs objectifs en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est que on ne va pas avoir le temps, et j'en suis désolé, Pauline, de répondre à toutes ces questions-là, mais elles ont été soulevées, entendues. Et il y a l'atelier, les ateliers qui vont suivre, qui vont permettre de les réévoquer. Mais je propose que nous passions à la deuxième séquence que nous étions proposés de faire et qui, d'une certaine manière, va aussi permettre d'entendre des éléments de réponse à vos questions qui concernent plus spécifiquement les universités et les présidents d'universités impliqués dans des projets d'universités européennes et à quel stade. Donc, je ne sais pas s'il y a des présidents qui souhaitent intervenir pour évoquer leur projet éventuellement. David Alice, président de l'université Rennes. Bonjour à tous. Je voulais évoquer donc la démarche avec les éléments de contexte, de contenu et de processus. Pour notre université, nous avons aussi 150 accords. La démarche, ça a été d'avoir des partenariats globaux avec un certain nombre d'universités, donc une vingtaine, sur lesquels on touche la recherche, la formation, l'innovation. Et dans ce cadre-là, le projet d'université européenne, il a rencontré cette ambition aussi, j'allais dire, de rassembler autour de projets communs. Et alors, parmi les partenaires que nous avons identifiés sur l'aspect contenu, c'est d'emblée des universités avec lesquelles nous savons des partenariats forts dans le cadre de H2020. Et je pense par exemple à Aalto en Finlande, puisque nous sommes dans le KIC digital. Je pense à Galway, parce que nous avons un projet aussi de LIA en fait en biologie santé, et à Poznan, avec lequel il y avait un partenariat privilégié. Alors, ça fait 4. Ça veut dire qu'après, on va pouvoir travailler dans le processus sur l'ouverture. Mais d'emblée, une démarche qui, d'ailleurs, ne se veut pas thématique, puisqu'on a du numérique avec Aalto, on a des points forts qui renvoient aussi à l'ADN de l'université. Et après, le contenu. Alors, le contenu, c'est un processus de co-construction, mais d'emblée, c'est des aspects de mobilité, parce que pour nous, l'international, c'est aussi un vecteur de modernisation. Et c'est pour ça qu'on souhaite, au-delà des étudiants, ce sont les enseignants-chercheurs, mais aussi le staff administratif. Ce sont des parcours de formation avec des espaces de multilinguisme, en fait, dans lequel on a déjà des ITN, je pense donc qui portent sur la partie master, doctorat. Comment est-ce qu'on va plus loin et on continue à aller au-delà de l'ITN? Et donc, comment est-ce qu'on le construit ensemble? Et puis, cette partie recherche, avec des DR, des CR qui pourront être aussi enseignants, en bénéficier. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté d'approche intégrée. Alors le processus, je rejoins ce qu'a dit Fabienne sur l'aspect pas d'opportunité, mais un espace de co-construction. Et je pense que des fois, le danger, c'est d'avoir des partenaires en étoile, où là, ce serait une université qui serait moteur. Ça veut dire on retrouve nos universités partenaires qui
elles-mêmes font le point sur nos partenariats et pour construire à 6. Une approche aussi un petit peu inclusive et puis crantée. Ça veut dire quand même qu'à la fin, et pour reprendre la remarque d'Antoine Petit, voilà, entre le réseau, le club d'amis et l'association, la structuration, je pense qu'il y a aussi des logiques crantées, il y a des groupements européens de coopération territoriale, il y a tout ce qui permet aussi de formaliser. Voilà. Et donc, pour nous, j'allais dire, le processus est lancé, c'est-à-dire qu'il y a une lettre d'intention, mais à la fin, c'est aussi une vision partagée. Et je voudrais terminer par rapport aussi à la partie pédagogie, et c'est-à-dire si on le fait, c'est aussi parce qu'on a une volonté d'innover, pas simplement en recherche, formation, mais en faire un lieu de création, de parcours. Et donc là, on peut s'appuyer sur toute l'expérience de plateforme numérique. Et c'est pour ça qu'on répond aussi à l'appel Clé Action 3 sur politique publique, usage du numérique. Donc vous voyez l'approche intégrée au niveau de l'université, mais aussi approche intégrée au niveau européen. Merci. Merci beaucoup. Petite remarque sur le fait que manifestement le réseau va s'appuyer sur des outils européens existants déjà et que vous mettez en œuvre. Enfin, ça répond à un des aspects de la proposition de la CPU qui insiste bien sur le fait qu'il y a déjà beaucoup d'outils, mais qu'en les intégrant les uns avec les autres, on peut arriver à un résultat différent. Tout à fait. Alors il y a Sylvie Davier, vice-présidente des relations internationales d'AMU. Bonjour, merci. Je voudrais dire que M. Berlang s'excuse d'avoir dû quitter l'Assemblée un petit peu plus tôt. Je suis heureuse donc au nom d'Aix-Marseille Université d'introduire à la fois le projet de campus transnational nord-méditerranéen que nous avons déjà engagé et pour ce faire de donner la parole à l'un de nos partenaires de l'université de La Sapienza, Luciano Sasso, qui est professeur de pharmacologie, qui est vice-président des réseaux européens et donc qui va vous présenter cette initiative que nous avons lancée ensemble. Bonjour, good morning to everyone. Sorry, I will speak in English, and it's a great pleasure to be here. Thank you for the opportunity for being at this very high-level meeting. I will very briefly describe our initiative, which is led by Aix-Marseille Université. We call it the Northern Mediterranean Transnational Campus. It's a strategic partnership between Aix-Marseille Université, Sapienza University of Rome, which is the largest Italian university, University of Barcelona in Spain, and University Autónoma de Madrid in Spain. So the partnership wanted to include some of the best universities in our countries and also universities with shared common interests and similarities, but also some old universities like Sapienza, which is about 700 years old, and young universities like Autónoma de Madrid, which is a very dynamic and good Spanish universities. We started to cooperate about 2 years ago, having strategic meetings, bilateral meetings between the presidents and the rectors of these universities. And then we started to cooperate in a stronger way to try to build up on these meetings in both education and research. Concerning education, we thought to plan some short-term mobility events like summer schools, going towards more structured mobility under the Erasmus Plus program and beyond, with the general aim of having a certain number of double and joint degrees between our universities. So in a kind of pyramidal way of building from short mobility to very structured cooperations. And in terms of research, we identified some topics of interest for all universities, such as archaeology and heritage. It is a very recent news, if I can make a little publicity about my university, that in the US ranking we were first in the classics, and there was a very recent news. But also environmental sciences, also physics, aerospace. So different topics that for the 4 universities
were of interest, and we started to plan some joint projects under the Horizon 2020, but also under the PRIMA initiative. As you know, there was a recent call of this initiative, the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean area. All four universities of this partnership are very interested in the Mediterranean, and so we are preparing at the moment 3 PRIMA projects that's we hope that of course will be funded. So we are very grateful to Aix-Marseille Université for this initiative, and we are working hard in trying to get a European university out of this consortium. Thank you for your attention. Merci beaucoup. L'expression campus transnational est intéressante. Pas un campus transfrontalier, mais il y a une inscription dans une zone géographique avec des partenariats liés à la recherche et à la formation. Y a-t-il d'autres Alors, Pierre Mutzenart, président de l'Université de Lorraine. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est pas tellement pour mettre... C'est peut-être un retour d'expérience. Je préside actuellement l'Université de la Grande Région, qui a un réseau transfrontalier d'universités issu d'un projet qui était un projet Interreg et qui s'est structuré par la suite en une association. C'est pas tellement pour mettre le travail qui a été fait en avant, mais pour dire aussi ce qu'on peut attendre, etc. Il y a une chose qui est sûre, on a beaucoup de formations communes à 2, 3, 4 universités. Et la plus-value pour les étudiants qui ont fait ces études, qui impliquent forcément une mobilité dans l'un des pays partenaires, elle est avérée. Ce sont des gens qui ont une employabilité extrêmement facile, qui sont d'excellents étudiants, pour certains cursus qui s'insèrent très très bien en recherche, à un excellent niveau, qui vont faire des thèses, ça c'est notamment que ce soit les sciences dures ou les sciences humaines et sociales. Et ça c'est un objectif qu'on doit avoir. Alors, la proximité de la frontière peut faciliter les échanges, mais on peut trouver tout un tas de solutions s'il n'y a pas de proximité. Ça, c'est une excellence qui est là. Ce qui va être plus difficile, je pense, et auquel il faut réfléchir, c'est l'excellence au niveau recherche. Je regarde Antoine dans ce sens-là, parce que en fait, le déterminant sur avoir un partenaire excellent en recherche, s'il est dans la même thématique, etc., n'est pas du tout évident. Et ce partenaire excellent, il peut être européen ou il peut ne pas l'être. Et on voit bien dans les questions Hors-Zippler est là, d'excellence distribuée, quand on regarde ce qui s'est passé sur le territoire allemand, ou même ce qui s'est passé au niveau des LabEx en France, ou ce qui se passe dans d'autres pays, raccrocher sur la durée l'excellence de la recherche va poser quelques questions. Il faudrait regarder les réseaux de recherche qui existent déjà et qui ont été créés par l'Europe, dans les projets collaboratifs, sur la manière dont on va pouvoir allier ces réseaux d'une part avec l'excellence de la formation d'autre part. Et pour l'instant, j'ai l'impression que l'on a ces deux types de réseaux et que le lien, en fait, recherche-formation là, et innovation, bien évidemment, va être quelque chose et un enjeu pour les systèmes qu'on va construire. Et c'est bien là qu'il faudra regarder cette articulation. Voilà, c'est le simple témoignage, parce que ça, je pense que c'est pas complètement évident et c'est pas complètement cranté. Très bien, alors il y a deux interventions à venir, Christine Gangloff-Ziegler et Jacques Combi. Michel Denneken. Plutôt que de le lancer. Merci beaucoup. Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l'Université de Haute-Alsace. Je crois que peut-être on peut préciser au départ que nous faisons évidemment partie de CORE, le campus européen, qui existe depuis 1989 en fait, donc déjà un historique de coopération extrêmement ancien, même si plus récemment nous avons fait le choix de créer une personne morale sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale. Et je crois que ce qu'on a cherché à mobiliser dans ce cadre, c'est la proximité aussi et le fait d'être dans un même bassin de vie, d'un même bassin d'emploi, et qui nous permet de créer véritablement une communauté universitaire. Je crois que les universités européennes, c'est une chance extraordinaire de mettre en relation
l'espace européen de l'enseignement supérieur et l'espace européen de la recherche. Et on sait que c'est un des axes qui est souvent relevé dans le cadre des discussions autour de Bologne. C'est peut-être aussi l'opportunité de nous mettre véritablement en phase avec les valeurs européennes. Et c'est un point qui a été souvent évoqué hier à l'occasion des ateliers, où parfois il y a une sorte d'incohérence entre les valeurs européennes qui sont fondées sur la citoyenneté, sur le rapprochement des populations, etc., sur la compréhension des uns et des autres à travers l'interculturalité, et ce climat très compétitif que l'on voit dans tous les appels d'offres au niveau européen et qui parfois peut-être ne permet pas d'intégrer véritablement ces valeurs que l'on souhaite porter dans ce cadre-là. Je crois que nous avons travaillé à la fois sur la formation au sein de corps, avec des formations bi- ou trinationales, en intégrant dans ce cadre la Suisse, en lien évidemment avec la proximité, la recherche avec des priorités stratégiques qui ont été fixées en commun, et où chacun s'inscrit en fonction de ses capacités, mais aussi tous les aspects de la vie étudiante. Et là, c'est facilité justement par cette proximité, puisqu'il y a un certain nombre d'actions communes. Et ça a été évoqué hier aussi, la carte d'étudiants européens. Comment on fait pour que les étudiants puissent circuler d'une université à l'autre en bénéficiant de services équivalents, en allant dans un établissement, pour qu'ils aient véritablement le sentiment de faire partie d'un même ensemble. Et je crois que Michel, peut-être, s'il prend la parole là-dessus, viendra compléter aussi sur ces... On passe la parole à Michel. On passe la parole à Michel et après à Jacques. Vas-y. Michel, tu veux intervenir? Si, vas-y. Vas-y. Bonjour à tous, donc Michel Delecane, président de l'Université de Strasbourg. ECOR a été assez longtemps un projet un peu vide de réalité. Simplement pour dire une chose très simple, il y a 15 ans, il y a beaucoup de gens intelligents quand même en France, parce que là on critique souvent les technocrates, les commissions, que sais-je. Il y a 15 ans déjà, Jean-Richard Sitterman disait une chose essentielle dans un rapport sur le lien entre enseignement supérieur et territoire. Tout ce que j'entends ici de crainte, de critique, c'est tout simplement oublier qu'il y a des territoires et que Amiens ne sera jamais Marseille pour des tas de raisons et Strasbourg ne sera jamais Rennes. La tradition rhénane, c'est pas Platon, c'est Aristote. Donc regardons ce qui existe. Est-ce que ça marche? Les 5 universités du Rhin supérieur qui sont donc regroupées maintenant, et c'est la seule structure universitaire en Europe qui a un groupement européen de coopération transfrontalière. Donc oui, la Commission ne produit pas que des choses ingérables, elle produit de bonnes choses, et je suis très content. Et une anecdote, quelqu'un disait tout à l'heure, les mots ont un sens. Parfois, heureusement, ils sont ambivalents. Et nous devons la naissance de ce groupement européen à une discussion inopinée entre François Hollande et Alain Berets dans une voiture, quand Alain lui dit qu'on a un campus européen. Et M. Hollande, sur un malentendu, était convaincu que ça avait une réalité juridique. Et donc, à la surprise de tout le monde, il y a 4 ans, c'était en mars, Alain, François Hollande annonce la création d'une université européenne. Donc voilà, ça c'est le principe de sérapidité dans une voiture officielle. Donc parfois ça marche. Deuxièmement, Mulhouse est plus proche de Bâle que de Strasbourg. Strasbourg, les deux plus proches de l'université de Strasbourg, c'est Karlsruhe et c'est Fribourg. Horst est le père fondateur du KIT, Alain le père fondateur de la nouvelle université de Strasbourg. Donc la réalité du terrain fait que les proximités, moi l'université la plus éloignée de moi, c'est Bâle et Mulhouse. Je parle géographiquement, mais je crois que c'est important de le dire. Après, il y a un projet. Simone Bonafou disait tout à l'heure du souffle, de la croyance, de la bonne croyance, a-t-elle dit, et un acte de foi. C'est pas moi qui vais contester ce vocabulaire. Mais l'Europe manque de souffle. Le président l'a dit, Gilles, tu l'as dit. Oui, on a des problèmes, on n'a pas de fric, on ne se cause pas, les structures sont ingérables. Et puis les organismes avec leur lourdeur. Mais si nous n'avons pas de souffle, comment voulez-vous que les étudiants en aient et les enseignants-chercheurs en aient? Donc pour moi, ECOR est un projet qui existe déjà. Tant pis si on n'est pas labellisé Université européenne, comme ça vous pourrez donner une place à d'autres, parce que notre projet avance. Nous n'avons pas peur de l'excellence. Karlsruhe, Freiburg sont dans l'initiative d'excellence. Je vous dis aussi que notre grand ami
la présidente de Bâle nous dit « Pour moi, Eucor, c'est un poumon européen parce que je ne veux pas étouffer dans l'helvétisme qui se recroqueville. » Donc je pense qu'il faut faire attention que nos projets européens aient du souffle. On a tous des coopérations, on peut tous prouver qu'on est européen, mais je pense qu'on a une géographie le long du Rhin, mais il faut qu'on ait une politique. Et je dirais que Eucor nous permet de conjoindre la géographie avec un projet politique. Et être européen, c'est être humaniste. Et je termine là-dessus. La station de tram, ici, c'est Erasme. Il ne faut pas oublier aussi que le projet d'université européenne, c'est aussi une manière d'être citoyen. Enfin, Eucor réunit toutes les difficultés, y compris les collaborations avec les organismes de recherche. Je salue le nouveau président du CNRS. Le KIT, le mariage. Si on réussit le mariage Karlsruhe-Helmholtz, tout est possible. Tout est possible. Donc je souhaite que les politiques soutiennent des projets qui existent, qui ne demandent pas à être considérés comme les meilleurs, comme les plus beaux, mais d'avoir une réalité vraiment forte. Cette épine dorsale du Rhin qui ouvre aussi le Grand Est vers l'Allemagne et vers la Suisse est absolument déterminant. En tout cas, la volonté politique de Corps est réelle, quelles que soient les aides et les labels qu'on aura. Je rappelle simplement que c'est 35 000 enseignants-chercheurs, que c'est à peu près 150 000 étudiants, et que c'est probablement un des bassins de recherche d'innovation les plus dynamiques en Europe. C'est pas se vanter, c'est regarder les choses en face. Donc, vive quand même les projets qui ont du souffle. Et je suppose que c'est cela qu'on peut souhaiter ce soir, quand les gens rentreront, certes fatigués, mais enthousiastes du projet européen. Ah ouais, je suis lyrique. Université, je suis toujours lyrique. Pendant que le micro passe à Jacques Combi, juste, Michel, tu peux rappeler le statut, groupement régional de... Oh, d'accord. Et c'est pas territorial, de coopération territoriale. Ce qui n'est pas une structure nécessairement transfrontalière. Ça peut être... on est bien d'accord. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça peut être dans un cadre qui existe. Jacques Combi, président de l'Université Lyon 3. Oui, merci Karl. Jacques Combi, président de Lyon 3 et de la Cori. Je n'ai pas relevé le défi des citations, je suis en sciences humaines, mais on sait faire en sciences humaines, ça va nous emmener loin, puis tu as quand même mis la barre assez haut, donc je vais pas partir sur Erasme. Je reviendrai de ta proposition, Karl, qui disait, est-ce que vous pouvez nous présenter potentiellement vos constructions? Je ne vais pas aller tout à fait là, et moi je vais revenir plutôt dans le chemin de notre ami Lévy de Grenoble sur la question des objectifs qui me paraît un élément tout à fait essentiel. Je suis d'accord avec toi pour dire que de toute façon, nous travaillons tous sur la question. Nous le pensions depuis toujours. Les liens existent. Nous avons des constructions européennes. Puis aujourd'hui, on se dit à un moment de forte volonté politique jusqu'au président de la République, clairement exprimé, comment à partir de ce qu'on a fait, on peut s'insérer dans cette logique ou dans cette volonté politique présidentielle et bien sûr ministérielle, Madame la Ministre. Mais on a un peu de peine à savoir. Donc je ne vais pas trop parler, nous, de ce qu'on fait. Je reviens sur les objectifs, car en effet, c'est tout à fait fondamental. La question est bien de se dire, est-ce que l'objectif est potentiellement de créer 2-3 grands sites productifs avec une recherche reconnue, une formation reconnue. On sait très bien que de toute façon, quels que seront les critères, madame, un certain nombre d'universités seront très vraisemblablement présentes dans ce grand schéma. C'est incontestable. Et d'ailleurs, si l'objectif est de dire on part sur 3-4 grands fleurons, pourquoi pas, et il faut les considérer bien sûr dans l'ensemble. Le président de la République, je crois, fait bien sentir qu'on a besoin de ça. Vous n'aurez pas de difficulté à définir les critères, et nous, ça va nous simplifier à la vie aussi. Je vous regardais, madame, parliez de critères tout à l'heure. Si l'objectif, c'est 3-4 grands fleurons, très clairement vus, etc., les critères sont vite définis, on sait qui est concerné. À partir de cette définition, au-delà de cet objectif qui peut être un objectif de construction, d'organisation, il y en a d'autres. L'un des premiers objectifs, je crois, c'est quand même la production d'innovation. Et il y a derrière cette production d'innovation, cette construction européenne des universités, des enjeux sociétaux, économiques, sociaux. On peut réfléchir ces paradigmes, encore une fois, par rapport à l'économie, au social. Et je vais venir sur l'innovation. Je crois qu'il faut s'entendre sur les termes. Qu'est-ce qu'on entend par innovation ? On le définit souvent dans les universités, pas que là d'ailleurs, l'innovation se produit à partir de la recherche fondamentale, appliquée, etc.
incontestablement, la recherche fondamentale appliquée y participe, mais on peut, par ce paradigme, aussi renverser la chose et se dire qu'il est extrêmement clair aussi que c'est aussi par l'entrepreneuriat, et que c'est une vraie question entrepreneuriale, et que quand on l'aborde par l'entrepreneuriat, la recherche ne vous rend pas entrepreneur. L'innovation ne vous rend pas entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui est producteur aussi d'innovation. Et là, le rôle, bien sûr, de l'université se définit à travers des grands ensembles, elle se définit aussi à travers tout ce qui existe dans les régions et qui sont aujourd'hui en synergie, l'interface de l'innovation, mais qui peut partir de l'entrepreneuriat avec un relais sur un fleuron, sur des choses développées à un certain niveau. Donc, c'est pas la même entrée. Je dis pas qu'elle est meilleure que l'autre, c'est l'objectif. Donc, c'est une question que je renvoie, bien sûr, à la table, mais que je renvoie à vous, Madame la Ministre, et si je peux me permettre, à vous et dans vos échanges aux autres ministres, bien sûr, dont les ministres allemands, mais aussi les ministres de l'Europe. Voilà, je finis là-dessus. Vraiment, entendons-nous aussi sur ce qu'est l'innovation, quel est l'objectif final de cette construction des universités européennes dans le cadre d'une interface qui veut bien produire de l'innovation et, disons-nous derrière, de l'emploi, de l'économie, de la création d'entreprises, etc., etc. Merci. Patrick Lévy, de nouveau, pour une des dernières interventions. Juste pour revenir 2 minutes sur un des critères, je ne dis pas que c'est le critère essentiel, mais qui est quand même le périmètre. Et en particulier l'inclusion dans ces réseaux d'universités de certains pays de l'Est ou du Sud. Parce qu'en fait, ce qui a été très très bien, j'ai apprécié évidemment le vibrant plaidoyer de Michel, qui en plus, effectivement, nous on est des fanatiques de corps, parce qu'on pense que c'est vraiment très très bien. On essaye de faire la même chose avec la Suisse, d'ailleurs, au passage. Mais ça, en fait, ça marche, ça a du souffle. Mais est-ce que c'est l'objectif d'intégration européenne dont on parle? Est-ce que c'est le périmètre qui est le bon? Parce que la question des objectifs et du périmètre, elle est importante, elle n'est pas dissociée. C'est-à-dire que si demain, on crée des réseaux, et par exemple David l'a suggéré, dans son réseau, en fait, il y a déjà Poznan et il envisage peut-être d'autres ouvertures, et là on est peut-être dans le périmètre dont on parle, qui est d'ailleurs très compliqué, parce que 6 universités, voilà, c'est pas beaucoup non plus, hein. C'est peut-être la bonne taille, j'en sais rien. Donc ces questions-là sont vraiment très intimement liées les unes aux autres, et je pense que ça serait bien si on pouvait, disons, avoir une petite vision partagée sur au moins ce critère-là, parce qu'il est important. Merci. D'une certaine manière, c'est quand même aussi l'un des enjeux de notre discussion autour de l'excellence et de l'innovation distribuée qui va intervenir dans un atelier juste après. Mais on ne va pas se lancer tout de suite dans cette discussion-là, je la garde pour après. Je crois qu'on va peut-être, à moins que Jean-François Balaudet, la toute dernière intervention, très rapidement. Et après, Madame la Ministre, on vous passe la parole. Je sens une extrême pression sur moi, donc je vais faire bref. Mais il s'agit aussi d'exprimer à travers ces échanges des tendances, hein, je pense. Donc je ne peux pas m'empêcher d'appuyer en direction disons, cette ligne qui, me semble-t-il, est assez présente dans nos échanges, y compris de votre part, à savoir privilégier effectivement la constitution de réseaux de nature diverse, sans préjuger par avance de l'éligibilité à l'entrée de ces réseaux des partenaires. Autrement dit, effectivement, il peut y avoir des universités dites excellentes, ça reste à travailler aussi comme critère, bien entendu, parce qu'il y a les enjeux de formation aussi bien que ceux de recherche. Et donc ça pose une vraie question, l'excellence en formation, on en reparle dans l'atelier. Par conséquent, il faut, si on veut vraiment construire dans la durée, comme beaucoup l'ont dit, il y a la dépendance au sentier, il y a ce qui existe, ce qui s'est déjà fait. Il ne faut pas briser ce qui a commencé à être construit depuis des années. Il faut l'enrichir. Il faut l'enrichir avec un certain nombre de préoccupations. Il me semble que celle qui ressortait fortement, il est important d'être un peu lourd sur le sujet, c'est effectivement le lien UE15, UE13, c'est-à-dire cette capacité à être dans une démarche inclusive qui fait que l'excellence va peut-être procéder de la mise en réseau et non pas a priori des excellences reconnues initialement, indépendamment du fait que le réseau existe. Si le réseau a un sens, c'est parce qu'il doit produire de l'excellence. Donc faisons le pari, expérimentons. Enfin, il me semble que ça fait partie des éléments forts qu'on peut mettre derrière cette idée que nous portons, en tout cas. J'espère que cela sera bien entendu. Merci beaucoup. Voilà, donc
Nous allons arrêter là cette deuxième séquence. Merci pour les interventions respectives.